Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonsoir tout le monde. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à ces 45 minutes spéciales polar avec trois interviews express, 3 entrevues express de 15 minutes. Ne vous coupez pas la parole, hein. Vous laissez le temps chacun. Donc, on va commencer tout de suite avec Maureen Martineau. Bonjour Maureen. Bonjour. Je vais juste montrer le livre qui vient nous présenter Criminel, qui vient de sortir chez À Lire, un recueil de nouvelles qu'elle a publié avec Ariane Gélina. Mais je voudrais quand même dire quelques mots sur toi avant qu'on commence les questions. Donc, tu as été comédienne, metteur en scène. Je pense maintenant que tu te voues à l'écriture seulement. Des fois, je fais encore un peu de théâtre avec le Théâtre Parmineau. Et tu es l'autrice de plusieurs polars, dont L'Enfant promis à la courte échelle, pour lequel tu avais eu le prix Arthur Ellis en 2014, quand il s'appelait encore prix Arthur Ellis. Tu as également publié des romans noirs chez Héliotrope, comme Zec Lacroche, et tu viens de publier donc Criminel, qui est un livre très différent, puisque c'est un recueil de nouvelles écrit à 4 mains, en quelque sorte, mais on va pouvoir en parler un peu plus, que tu as donc écrit avec Ariane Gélina. Tout de suite, d'où vient cette idée justement d'écrire un recueil à 2 personnes? Disons que ça faisait déjà quelques années que je m'étais tournée vers l'écriture de romans, et c'est un travail qui est très, très solitaire. Alors, moi, j'ai un background en théâtre où c'est vraiment une pratique artistique collective. Alors là, je m'ennuyais, puis je voulais vraiment trouver une façon de travailler au moins avec une autre personne. Et puis, j'aimais beaucoup Ariane Gélina parce que j'avais lu ses livres. Elle est plus dans l'univers fantastique, mais quand même, elle adorait les lieux perdus, les forêts du Québec, les villages oubliés, tout ça. Puis ça correspondait assez aussi à l'univers que moi j'aimais. Puis, dans ses écrits, il y avait souvent des personnages féminins très intéressants. Puis moi, j'ai été intéressée par les femmes criminelles. Alors, je me suis dit, ce serait peut-être plus facile d'écrire à 2 un recueil de nouvelles qu'un roman, parce qu'on pourrait se partager un peu le nombre de nouvelles. Donc, on en a écrit chacun 6, et la 13e, on l'a écrit à 2. Justement, je te le disais il y a un instant, moi, je pense que c'est ça, c'est le mommy brain, j'étais pas très concentrée. J'ai lu le recueil d'un coup sans regarder qui avait écrit quoi. Okay. J'ai découvert après, celle-là c'était le Maureen, celle-là c'était Ariane, et vous avez fait vraiment un beau tout qui se tient bien. On sent pas du tout de coupure. C'est des nouvelles très différentes, mais en même temps qui se tiennent. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé ça avant, ou vraiment vous travaillez chacune vos nouvelles dans votre coin et il se trouve que vous avez des univers qui fonctionnent bien ensemble? Ce qui est arrivé, c'est que le tout, on l'a travaillé avant les parties. Dans le fond, on s'est entendu qu'on voulait, on s'est comme donné des consignes, un cadre assez serré quand même. On s'est dit, il faut faire le tour du Québec. Donc, on va essayer que dans l'ensemble de nos nouvelles, on visite au moins une région. On s'est dit, on ne veut pas aller dans les grands centres. Donc, on va être dans des régions éloignées et même dans les régions éloignées, dans des lieux surprenants, un peu déserts, comme sur un sentier de motoneige ou dans une pourvoirie, des lieux comme ça. On voulait donc que les femmes criminelles aussi soient pas toutes du même type. Si on pense femmes criminelles, on pense toujours à des meurtrières, à des gros crimes, mais on a fait un peu un lexique de crimes possible, et on se rend compte même un délit de fuite, c'est un crime. Alors, on en retrouve un là-dedans, mais c'est comment on va le traiter qui va être intéressant. Donc, on s'est un peu rencontrés pour se partager nos pistes. On avait 10 pistes au départ, c'est-à-dire, moi, j'arrivais avec 5 idées, elle 5, pour qu'on écrive la même chose. Ça ne pouvait pas arriver parce qu'on était vraiment dans des directions différentes. Et puis ensuite, au début, on s'était entendu aussi que, comme on s'en allait vers le 10-12, on s'est dit, on va faire un calendrier.
Puis là, ben moi, j'avais commencé à étudier ça, le calendrier de chasse et pêche et cueillette de petits fruits au Québec. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a vraiment un calendrier de ça. Parce que je suis dans une bibliothèque, puis je reçois la revue Chasse et pêche, puis tu sais, je la feuillette quand il n'y a pas personne qui vient. Alors là, je trouvais ça intéressant. J'ai dit, on va essayer de mettre des contextes de chasse et pêche. Ça a un peu teinté la plupart de nos nouvelles, mais notre éditeur n'a pas aimé ça, lui. Il dit non, ça ne marche pas votre affaire. Trouver un autre principe de calendrier. Puis là, Ariane est arrivée avec l'idée d'un calendrier lunaire. C'est pour ça qu'il y a 13 lunes, parce que parfois, on a, à tous les 5 ans, je pense, il y a 13 lunes dans les 12 mois. Il y a un mois qui va avoir 2 lunes. Et la 13e lune s'appelle la lune perdue. Fait que ça, là, ça nous a vraiment inspiré. Fait qu'on a fait la 13e nouvelle, comme on voulait pas, moi, je voulais pas qu'on écrive 7 ou moi 7. Fait qu'on s'est dit, on va l'écrire à 4 mains, celle-là. Donc, on a vraiment écrit la 13e ensemble. Fait que c'est un peu ces principes-là qu'on s'est donnés. Fait que le tout étant créé, après ça, on pouvait s'individualiser dans nos écritures de chaque nouvelle. Et justement, cette nouvelle-là, moi, je suis toujours fascinée. Comment on écrit à 4 mains? Ben là, tu te mets, là, il faut que tu aies un gros, un très long clavier, comme au piano un peu. Moi, je joue l'accord. Non. Ce qui est arrivé, c'est que ensemble, on a trouvé l'idée de départ, puis on a trouvé, dans le fond, très à deux, là, comme ça, en se parlant, là, un peu la déclinaison des scènes, là, tu sais, la trame. Et après ça, ben il y en a une qui a commencé à faire la première version, puis là, ça a été à relais, là, elle m'envoie le texte, j'y renvoie, elle me le renvoie, j'y renvoie, fait que peut-être comme ça une dizaine de fois, tu sais, pour structurer ça un petit peu plus solide et travailler le style et tout ça. Bien, c'est sûr qu'il fallait qu'on s'entende sur l'idée de départ, là. Mais ça a été facile parce que c'est la dernière chose qu'on écrit ensemble. Mais on avait travaillé tout le recueil avant, fait qu'on avait déjà cette habitude déjà de travailler ensemble. Puis c'est vrai que vous avez des univers qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont similaires dans le sens où toutes les deux, beaucoup, la nature vous inspire. Et toi, c'est vrai, quand on pense à Zec Lacroche, par exemple, moi, je trouvais que dans une des nouvelles que tu as écrites dans le recueil, il y a effectivement un personnage d'animal qui est un personnage principal, comme un peu dans Zec Lacroche. Puis il y a toujours cette nature très, très présente chez toi. En quoi ça t'inspire plus? Parce que c'est vrai que le polar, souvent, et on va le voir avec nos deux autres invités, c'est souvent plus citadin, plus urbain. Ben moi, j'habite en région, puis donc, j'ai fait quand même une trentaine d'années là, que je vis plus dans un grand centre. Alors, c'est sûr que ça m'inspire et c'est des lieux où j'aime me retrouver. Mais évidemment, il y a la forêt, tout ça, il y a les bêtes. Puis c'est drôle que ce que tu dis, parce que j'avais essayé ça, tu sais, dans Une église pour les oiseaux, le premier roman noir que j'avais fait chez Héliotrope. C'était tellement dense le drame qui se passait dans le petit village que je me suis dit, mon Dieu, il faut de l'air. Puis moi, je ne suis pas animaux du tout, j'aime pas les animaux, là. C'est à peine si j'aime mes chats chez nous, là, mais là, j'avais découvert les martinets ramoneurs. Puis là, ils ont une infirmité, ils ne peuvent pas se tenir solides sur une branche à cause de leurs pattes, ils sont comme infirmes. Leur espèce peut juste se tenir un peu comme des vampires à l'envers. Et là, j'étais toute touchée par les pauvres, puis ils n'ont pas d'habitat, ils sont obligés de se tenir dans des cheminées. Alors, j'ai fait vivre les martinets ramoneurs. On voit le drame qui se passe à Amenard, mais à vue d'oiseaux de temps en temps avec les oiseaux. Et dans Zec Lacroche, j'ai dit, je vais le faire aussi avec une ours, une mère ours. Puis là, je voulais pas faire Walt Disney, là, tu essaies de garder ça sérieux. C'est du gros polar noir quand même, là. Fait que là, j'ai dit, la tentation était trop forte de se réessayer dans une nouvelle. Puis là, c'était une vipère, un serpent, qui est quand même un animal maudit. Là, je trouvais ça intéressant de le retrouver dans une pourvoirie, en dessous d'un chalet. Il y en a souvent, d'ailleurs. Je vous dis ça de même. Si vous louez dans les pourvoiries, j'en ai vu. On pense qu'il y a juste des souris et il y a des serpents qui se tiennent pas loin de la tank à eau chaude. Je vais éviter ces endroits-là, je pense. Vous êtes avertis. Ben oui, des couleuvres. Moi, je dis serpents, mais c'est des couleuvres, des grosses couleuvres. Ça n'a pas de pattes, personnellement.
effectivement, c'est dit clairement dès le début, il y a vraiment 3 lignes conductrices dans le recueil. C'est la nature, le territoire, plus largement, le calendrier lunaire, tu nous as dit pourquoi, et les femmes. C'est vrai qu'elles sont toutes très fortes et toutes très complexes. Ce n'est jamais noir-blanc, c'est toujours... on pense qu'elle est la victime, mais elle est la coupable ou vice-versa. Elles sont jamais pures et innocentes. Qu'est-ce que tu trouves intéressant là-dedans? Parce que tes personnages féminins, ils étaient déjà forts avant, de toute façon. C'est quand même quelque chose qui transparaît dans toute ton œuvre, toi. Mais je trouve qu'on commence à voir, dans le roman policier, on commence à voir beaucoup d'enquêtrices fortes, intéressantes, un petit peu anti-modèle aussi, là. Fait que ça, je trouvais ça bien. Et je trouvais qu'au niveau des criminels, on en voyait un peu moins. Puis on était tannés aussi beaucoup de voir les femmes victimes, tu sais. Bon, alors je me suis dit, moi, les criminels m'intéressent parce que je trouve qu'on les a pas fouillés tant que ça. Puis moi, c'est les mobiles. Qu'est-ce qui fait qu'une femme ordinaire, pas une psychopathe, là, une femme, ça peut être votre voisine un jour, peut traverser la ligne de la légalité et s'en aller du côté du crime. Alors, c'est ça, je me suis dit, si on s'oblige à trouver 13 histoires qui touchent à ça, bien, à ce moment-là, on va fouiller un peu cette question-là. C'était l'occasion de le faire en se donnant le défi d'écrire autant d'histoires qui mettent en scène des femmes criminelles. Puis, je trouve que, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert, en fait, en le faisant, c'est qu'il y a quelque chose, c'est sûr, bon, c'est immoral de commettre un crime. Tu sais, c'est illégal, on transgresse une ligne, mais en même temps, il y a un acte de pouvoir là-dedans. C'est quand même, ça demande du courage, ça demande de l'audace. C'est une reprise de pouvoir dans une zone noire, si on veut, mais ça donne donc des actes intéressants que certaines femmes posent. En tout cas, les raisons pour lesquelles elles le font m'intéressent plus que le crime lui-même. Effectivement, il y a des idées très fortes comme celle de vengeance qui revient souvent dans vos nouvelles, en particulier dans les tiennes, je pense. Il y en a qui le font pour l'argent, là, quand même. Là, ça peut être très intéressant de manière... quand tu réussis à ne pas te faire pogner. Là. Et en tant qu'autrice, est-ce que, arrivée au bout, tu t'es dit, bon, ben, je repars toute seule écrire des romans, ou tu t'es dit, non, c'est une expérience très intéressante et tu as envie de revivre cette expérience de partage avec de recueil de nouvelles comme ça? Je ne sais pas encore pour la suite. Là, je suis en train d'écrire la 5e enquête de Judith Allison. En fait, je suis au stade de la révision, là, qui va paraître Les enfants de Godman, qui va paraître en 2022. Mais je pense que j'aime ça, changer de forme. Ça permet les nouvelles, en tout cas ces nouvelles noires-là, c'était justement de ne pas s'empêtrer dans toute la ficelle des enquêtes, là, de la procédure d'enquête. Il y a beaucoup de terrain pour... je trouve que la nouvelle nous permet de créer des univers et des formes littéraires assez différentes du roman policier conventionnel. Et j'ai une question piège, puisqu'on est au Salon du Livre, pour fermer cette conversation. Ouais. On a tous fait le tour. Qu'est-ce que tu conseillerais de lire? Est-ce que tu as un conseil de lecture à donner à notre public? Un conseil de lecture pour que toi, un livre que tu as lu récemment, que tu as beaucoup aimé. OK, je te laisse faire les entrevues, puis je vais te le dire après. Pensez-y, les autres aussi, c'est ma dernière question. Parce que je vais bien répondre. On repartira avec 3 lectures, plus celles que vous allez nous conseiller, d'accord? Donc, on passe au suivant dans nos entretiens express. Et le suivant, c'est André Jacques. Bonjour, André. Bonjour. Donc, on va voir s'il tient debout. Hop. Avec mes feuilles. Donc, tu es l'auteur de la série des romans policiers mettant en scène Alexandre Jobin. Tu as également écrit des chroniques et des nouvelles, toi aussi, dans la défunte revue Alibi à l'époque et dans le recueil Crime à la librairie paru chez Druide. Oui. Tu as été lauréat par 2 fois du prix Sympacom du roman policier, mais également finaliste au prix Arthur Ellis. Oui. Non. Et tu viens de publier justement Les Gouffres du Quartz
chez Druide, Oui, qui est, je pense, la 7e enquête c'est la 7e, oui. d'Alexandre. Je comptais à la maison, oui, il y en a C'est ça. qui vient de sortir chez Druide et qui vient aussi de paraître au Mot et le Reste en Europe francophone et qui t'a valu d'être dans la sélection du magazine Elle. Oui, c'est à ma grande surprise. Oui, c'est le 4e qui est paru en France, de Pierre et de Sang, et 15 jours après, qui était retenu comme finaliste pour le prix des lectrices de la revue Elle. Alors, grand honneur. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'un enquêteur antiquaire? Bon, c'est d'abord une espèce de coup de foudre, une espèce de hasard. À cette époque-là, ma blonde demeurait sur le plateau Mont-Royal, ici, et on prenait des grandes marches. Et sur le boulevard Saint-Laurent, à peu près à l'endroit d'ailleurs où je situe la boutique d'Alexandre, il y avait, je ne sais pas si elle existe encore, une petite boutique plus de brocante que d'antiquaire. On est rentré là. Je n'avais aucune idée, le mode de roman. Puis en sortant, j'ai dit, ah, une boutique d'antiquaire, ça serait un lieu merveilleux pour créer un roman policier. Parce que dans une boutique d'antiquaire, il y a des objets, il y a des objets qui sont cachés, il y a des objets, mais il y a des objets qui ont une histoire, il y a des objets qui ont l'air de rien, mais qui peuvent avoir une grande valeur aussi. Donc, j'ai dit, il y a une infinité d'intrigues qui peuvent sortir de la boutique d'antiquaire. Alors, c'est comme ça que cette idée m'est venue, et du personnage d'Alexandre Jobin, qui est cet antiquaire. Mais quand j'ai commencé à travailler l'idée, je me suis dit, un antiquaire, pas certain que ça fait un riche personnage de polar. Alors, je lui ai donné un passé, comme c'était un personnage d'une 50aine d'années, je lui ai donné un passé, 25 ans dans les services de renseignement de l'armée canadienne avant d'être antiquaire. Donc, il est capable de manier des armes, il est capable de faire une enquête, il y a quand même un fond policier, si vous voulez, qui est là. Alors, c'est comme ça que l'idée est venue et que le personnage est né. Ce qui te permet aussi, son passé de militaire, justement, de le ramener dans ce passé-là pour certaines enquêtes, comme c'est le cas oui, dans les gouffres du Karst. Dans celui-ci, justement, il y a vraiment un retour en arrière. Bon, je dévoilerai rien, là, mais le roman s'ouvre sur la mort d'un agent du SCRS, des services de renseignement canadiens, qui est assassiné parce qu'il suit un camion qui transporte des armes illégales. C'est très à la mode, les armes illégales. Alors, et qui est assassiné. Et ce personnage est un ancien officier qui a travaillé sous les ordres d'Alexandre Jobin. Donc, c'est ça qui va un peu l'entraîner dans cette aventure, parce que les services de renseignement vont lui demander de reprendre l'enquête, de poursuivre cette enquête-là, qui avait été amorcée par Fitzgerald, son lieutenant dans l'armée. Alors, c'est comme ça qu'il va se trouver. C'est un peu toujours ça. Hein. Moi, c'est pas du roman policier au sens procédure policière avec un crime, l'équipe qui arrive, qui fait son enquête. Moi, il est toujours un peu plongé, malgré lui, dans des histoires qui, des fois, le dépassent un peu, mais qui, là, vont l'amener à, comme tu disais, à plonger dans son passé, dans des missions qu'il a entreprises, parce que ça se passe en grande partie en Croatie, pendant les guerres des Balkans. Alors, il est un peu... Il a vu des choses. Aujourd'hui, il y a un syndrome de stress post-traumatique, et on va découvrir peu à peu qu'est-ce qui a créé ce stress. Stress qu'on sentait dans des romans précédents, mais qui n'avait jamais été éclairci, qui n'avait jamais été éclairé. Alors là, on plonge un peu dans son fond d'Alexandre. C'est pas rien que les gouffres du Karst, c'est un peu les gouffres d'Alexandre aussi. Puis c'est vrai qu'Alexandre est toujours en train de voyager, justement, à revenir sur certains conflits comme ça à travers le monde. Oui. Comment tu choisis dans chaque roman quelle intrigue? Par exemple, pourquoi la Croatie dans celui-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est ça que je veux? Ben, parfois, c'est le hasard. Et il est arrivé même parfois que j'ai choisi de situer ça dans une ville que je voulais aller visiter. C'était le cas de Palerme, à un moment donné, dans la bataille de Pavie. Mais dans le cas de la Croatie,
ce qui s'est produit, c'est que sa blonde, Chrysanthi, qui est un personnage important dans le roman, est d'origine balkanique. Ses grands-parents et ses parents venaient de la Croatie. Elle y a aussi vécu, elle parle croate. Donc, je disais, ah tiens, ça serait intéressant d'amener ça vers cette région-là. Parce qu'au départ, je voulais aller vers l'Irlande, assez curieusement. Et bon, je disais, oui, mais il va faire quoi en Irlande? C'est quoi les liens qu'il y a avec l'Irlande? Alors qu'avec tout à coup, j'ai dit, mais oui, mais la Croatie, il a travaillé dans les Balkans, il a été en mission là à plusieurs reprises. Sa blonde vient de la région, etc. Donc là, la Croatie s'imposait. Et je trouve que tu arrives toujours à trouver l'équilibre entre justement cette partie plus action, histoire dans la grande histoire Oui. de la Croatie, des crimes, et la vie personnelle de Alexandre, justement dans celui-là avec ses grandes... on sent ce stress, ses relations avec Chrysanthi qui sont jamais simples. Comment tu travailles l'écriture pour cet équilibre justement? Oh mon Dieu, j'ai l'impression que ça vient un peu par hasard. Il y a Bon, il y a l'aventure, il y a l'action. On me dit qu'il est très rapide, qu'il est très cinématographique et tout. Mais j'essaie toujours de donner une densité émotive. Et ça m'est venu quand j'ai lu Ellory. Ellory, la première chose qui m'a fasciné en lisant les romans d'Ellory, c'était la profondeur, l'intensité dramatique et au niveau de l'émotivité, au niveau de l'émotion. Puis je me disais, il me semble que j'en mets pas assez dans mes romans. Et là, sans mettre, bon, c'est pas une question de recette de soupe Lipton, là, rajouter un peu de sel, mais peu à peu, puis je crois que ça, dans les derniers romans, j'ai vraiment tenté de mettre plus d'intensité dramatique, plus d'intensité émotive chez mon personnage et chez les personnages dans l'ensemble. Parce qu'il y a des beaux personnages de femmes aussi là-dedans. En fait, j'allais justement te dire, tous tes personnages, parce que surtout, en fait, les femmes sont très fortes. Oui. On pense à Pavie ou à Chrysanthi, Oui. plus fortes qu'Alexandre. Oui, parce qu'Alexandre, comme je disais, c'est un personnage qui est entraîné dans des choses. Puis Chrysanthi avait été, je pense, dans les premiers romans, elle est un peu, bon, je dirais un peu décorative. Et peu à peu, je lui donne de la densité, je lui donne la force. Je est capable d'accrocher son Alexandre et puis le traîner un peu. Quant à Pavie, qui est sa fille, et qu'il a découvert récemment dans un précédent roman, ben, c'est une tueuse. Alors, c'est vraiment pas la jeune fille reposante. Et je peux vous dire que les retrouvailles n'ont pas été là, ce qu'on trouvait chez Claire Lamarche à l'époque, entre le papa inconnu et la jeune fille. Ah, tiens, j'avais une fille. Alors, les rapports sont toujours aussi assez un peu tendus entre le père et la fille, mais est capable de se battre. Et beaucoup de gens me demandent maintenant, Pavie, est-ce qu'elle revient là? Est-ce qu'elle revient, Pavie? Je pense que Pavie est là pour un moment. Donc, on le disait, et tu as un peu répondu à la question, tu fais beaucoup voyager ton personnage. Les lieux sont toujours très, très bien décrits. On sent vraiment les rues d'Italie, les rues, Oui. les paysages de Croatie. Comment tu travailles? Donc, avant la pandémie, j'imagine que tu te payais les voyages. Voilà, voilà. C'est le premier roman où je ne vais pas sur les lieux de l'action. Dans tous les romans précédents, je me faisais, pas avant d'écrire, mais quelque part au milieu du roman, j'allais sur les lieux. Bon, il y a des villes, bon, Paris, j'y ai vécu, ça, il n'y a pas de problème, là. Mais Palerme, j'étais jamais allé. Barcelone, j'étais jamais allé. Et j'y vais, puis là, tu as les odeurs, tu as les gens, tu as toute cette atmosphère. Et cette fois, je devais aller à Trieste, dans le nord de l'Italie, et au nord de l'Adriatique et en Croatie. Le voyage était prévu. La peste est arrivée et le voyage a été remis. Alors, mais quand même, on a aujourd'hui des moyens de recherche exceptionnels par rapport à quand j'ai commencé à écrire. J'ai 6 guides de Croatie empilés sur mon bureau et énormément de choses sur Internet. Je me suis promené dans les rues Mais il y a eu par exemple, dans la bataille de Pavie, il y a une scène, la scène
au départ où Pavie sort de l'université et j'ai fait le trajet en prenant une photo à peu près tous les 20 mètres et je suivais le trajet qu'elle faisait dans la ville. Quand je suis revenu, j'ai réécrit ce chapitre-là avec en projection les photos et tout ça. Et ça me plaît beaucoup. Ça rend d'ailleurs les livres absolument irréalisables en cinéma parce que ça coûterait vraiment trop cher. Et au niveau de la recherche, parce que quand on regarde tes livres par rapport, par exemple, à ceux de Maureen, où Maureen, c'est beaucoup dans la nature, il n'y a pas forcément du tout ce procédural. Toi, c'est pas du polar procédural dans le sens où c'est pas un enquêteur policier. Non. Par contre, tu as quand même toute cette partie militaire qui le rattrape, le côté plus historique sur lequel il faut que peut-être tu fasses attention à ne pas dire d'énormité. Ouais, Comment tu t'entoures? Ben, je dirais d'abord, les lecteurs de polar sont des lecteurs exigeants. Si on leur passe un peu n'importe quoi, on est mal foutu. Alors, je fais des recherches énormément. J'ai aussi, j'ai un copain qui a été dans l'armée. Je suis en bon terme avec l'attaché politique de la police de ma ville. J'ai eu des contacts avec la GRC. Ils vérifient toujours qui on est avant de nous répondre, là, parce que je demandais quelle sorte d'armes ils utilisaient dans telle situation, etc. Mais si tu y vas poliment, tu réussis généralement à avoir l'information. Mais cette fois-ci, j'ai eu plus de difficultés parce que justement, les gens n'étaient pas dans les bureaux. Tu t'envoyais t'envoyais des courriels à la police italienne ou à la police croate et tu n'avais pas de réponse. Alors, tu fouillais et tu finissais par trouver les informations. Il y a des choses aussi, on dirait, j'ai quand même maintenant une bibliothèque d'ouvrages de référence assez impressionnante chez moi pour fouiller là, sur les services de police des différents pays et tout ça. Oui, pas se tromper dans l'appellation, surtout en Italie où il y a 4 niveaux. Oui, il y en a plusieurs niveaux et avec des sous-niveaux et des sous-groupes et tout ça. Alors, on fouille. Est-ce que, sur quoi tu travailles actuellement? Est-ce que c'est un prochain Alexandre Jobin? Est-ce que parfois tu as envie de lâcher Alexandre pour essayer de partir ailleurs? Puisque tu citais Elory, il n'écrit pas de suite. Ça m'étonne. Elory, il n'a jamais fait deux romans avec le même personnage. Moi, j'ai fait 7 romans avec le même. Oui, il y a un 8e Alexandre, mais il y a aussi autre chose. Mais alors là, totalement différent. J'ignore même si c'est quelque chose qui va se rendre à terme. C'est un polar historique mettant en scène un Québécois à Paris en 1870, au moment de la Commune. Et ça s'appellerait L'Exilé. Oh ben ça a un titre, on veut le voir. En tout cas, mais j'avance à tâtons parce que là, polar historique, oh boy. Toi, t'en as fait, hein? Justement. Oui, les années 20, les années 30, là. T'étais pas là, sûrement. Alors, non, c'est un gros contrat. Mais en attendant, le 8e Alexandre, mais il y a quelque chose d'embêtant avec un personnage récurrent. D'une part, on ne veut pas faire de la soupe Lipton, justement, là. Tu ajoutes 2 tasses de ça, puis là, ça, je vois on l'envoie en Irlande, là, et puis le faire voyager un peu, puis tu changes 2-3 petits détails, puis tu repasses la même affaire. Alors, il y a ça qui est un peu embêtant. Faut vraiment avoir une nouvelle idée, quelque chose qui se tient et tout ça. Et mais là, j'ai quelque chose et j'ignore où ça s'en va. Oui, je sais à peu près où ça s'en va. On va surveiller ces 2 prochaines arrivées. On compte sur la deuxième aussi. Oui. Mais la deuxième est sur un rond de poil au fond, là. Et je te laisse, comme Maureen, réfléchir à ton conseil de lecture. Oui, je prendrai les 3 en même temps. Oui. Et on passe du coup, ça faisait une belle transition au polar historique avec Marie-Ève Bourassa, donc autrice et scénariste. Tu avais écrit entre autres la trilogie du Red Light chez VLB, éditeur, pour lequel, pour le premier, tu avais reçu le prix Sympacom du roman policier québécois. Tu as aussi écrit... C'était le prix de la relève.
C'est la même année, en fait. C'est parce que je veux Ah, pas vous lui... avez- tu sais, Parce que vous étiez la Mais même oui. année, c'est beau. André avait gagné le Grand Prix, moi j'avais gagné le prix de la relève. Puis Qui tu, méritait la relève. Hein? tu as aussi publié une nouvelle, toi aussi, mais dans un autre recueil, le recueil Pont, publié chez Druide, qui était Oui, oui, dirigé oui. par Christine Brouillette. Et tu reviens avec le roman Tout écartillé, toujours chez VLB éditeur. Donc, toi, tu as écrit d'autres choses que le polar aussi. Tu as écrit pour la jeunesse, mais c'est un polar jeunesse. Mais pourquoi avoir choisi le polar? Parce que ça reste quand même ce qui est le plus ce que tu publies le plus. Mais en fait, je dirais que j'aime le genre en général. Je viens de la télé, je viens du cinéma. En fait, à la base, j'ai fait mes études en cinéma et j'aimais beaucoup le cinéma de genre. Mon premier roman qui s'appelle encore Par le feu, c'était un scénario de long métrage que j'avais transformé en roman et c'était un thriller noir. Donc, en fait, j'aime le polar, mais j'aime surtout le noir. J'aime les histoires qui sont sombres. C'est un peu ce que je fais aussi en jeunesse avec Parasite. C'est plus dans les eaux du thriller, mais ça reste toujours noir. Et pourquoi, justement, André le disait, tu fais du polar plus historique. Donc, Red Light, c'était dans les années 20-30 à Montréal. Là, on est moins dans l'histoire très loin, mais on est quand même dans les années du FLQ, puis 1976, ces années-là. Qu'est-ce qui te fait choisir de faire passer justement dans ce passé et pas maintenant? J'en ai aucune idée. En fait, c'était vraiment juste une envie. Si je prends Red Light comme exemple, c'était cette espèce de fascination pour les années 20 et pour le quartier du Red Light. En fait, j'étais aux études, je travaillais dans un bar qui se trouvait dans l'ancien quartier du Red Light. On m'avait dit, ce bar-là, ça a déjà été un bordel. J'ai commencé à faire de la recherche. Je me suis dit, ça ferait un bel univers pour un roman. Puis j'avais envie, j'avais lu Chandler et Hammett, puis je me disais, ça serait le fun de faire un roman justement dans le Red Light des années 20, mais avec un enquêteur un peu comme ça, mais vraiment québécois, vraiment montréalais avec notre langue. Puis c'est vraiment parti de ça. Je pense que j'avais sous-estimé le travail que ça prend, toute la recherche qu'il faut faire pour réussir à bien camper l'époque. Ceci dit, j'avais énormément de plaisir à le faire. J'ai passé 5 ans à faire ça avec Red Light, minimum, peut-être plus. En fait, je compte pas trop. Mais j'ai passé quand même beaucoup de temps, disons, dans les années 20, à écouter du jazz. Puis je me suis dit, à la fin de tout ça, j'avais envie de m'éclater, j'avais envie d'aller complètement ailleurs. Puis pourquoi pas les années 70, ça me dit, tu sais, ça va être le fun, ça va être un peu plus déjanté. On change de musique, justement. Là, ce sera plus du jazz. Et encore une fois, je pense que j'avais sous-estimé toute la recherche qu'il fallait faire, mais j'ai eu énormément de plaisir, par contre. Puis l'équilibre peut-être à trouver pour que ça reste un ouvrage de fiction et pas un documentaire sur le FLQ ou j'imagine que tu as été attentive à ça, à ce que l'histoire soit le background et ne prenne toute la place de ton intrigue en étant importante quand même. Oui, c'est vrai, c'est un équilibre qui est peut-être, je sais pas, je trouve pas ça difficile à faire. J'ai l'impression que ça vient un peu naturellement. On écrit, puis si ça devient trop lourd, on s'en rend vite compte. Mes personnages sont très importants, en fait. Moi, quand j'écris, que ce soit dans n'importe quelle époque, que ce soit contemporain, ce qui me tient, c'est l'histoire et les personnages. Donc, c'est vraiment ce qui va être le plus important. Et après, l'histoire, tout ce qui vient autour, c'est un contexte. Donc, ça me permet de comprendre mes personnages parce qu'ils vivent à cette époque-là, avec ce contexte-là, ce qui les fait agir de telle ou telle façon. Mais je ne veux pas que le contexte prenne toute la place, justement. Tout est toujours au service de l'histoire et des personnages. Donc. Et effectivement, on sent la scénariste parce que tu es très attentive à tes dialogues. Oui. Dans le Red Light, il sonnait déjà très bien, mais dans Tout écartillé, moi, je les trouvais... C'est ça, tu arrives à vraiment... Ça sonne. Et on sent qu'on pourrait le lire à voix haute. On pourrait lire tous les dialogues à voix haute et les jouer. Justement, ça serait plus facile à faire un film que pour André. Oui, c'est ça. Je pense qu'on sent bien la scénariste, justement. Pour moi, les dialogues, c'est très, très important. Mais en fait, j'aime beaucoup, beaucoup les descriptions aussi. Puis je prends un plaisir fou à les écrire. C'est juste que les dialogues,
quand je lis d'autres livres, si les dialogues sont trop littéraires, ça me fait décrocher. Donc, j'ai tendance à faire des dialogues qui sont très, très, très parlés. Tu sais, ceci dit, quand on parle de dialogue, on dit souvent c'est très vrai, mais ça ne l'est pas. C'est du dialogue, c'est travaillé. Il n'y a personne qui parle vraiment comme ça, mais on veut que ça sonne vrai. C'est une Donc, illusion, mais elle fonctionne. Oui, Parce que oui, si c'était dit comme on parle, ça ne marcherait pas pour le lecteur, ça serait justement. plate. Tu sais, il y aurait plein de répétitions, puis on finirait jamais nos phrases. Non, ça serait un peu dole. Mais ouais, je prends un grand plaisir à écrire des dialogues. C'est un de mes petits péchés. Puis effectivement, tu vois, dans mes questions, mais tu as répondu en partie, je voulais te demander pourquoi le détective privé plutôt que l'enquêteur, puisque avec Maureen, on a Alison qui est une policière, là on a un ancien militaire, toi c'est vraiment un privé, mais effectivement un ancien flic aussi. Mais c'était le privé, ce personnage du privé qui t'intéressait. Oui, j'aime bien en fait les personnages qui sont à un endroit où ils n'ont peut-être pas vraiment envie d'être. En ayant un détective privé comme ça, ben, ça me permet de le placer dans une position où justement, il veut pas être là. Donc, il va tout le temps, il travaille, mais un peu à reculons. Moi, il y avait quelque chose qui me plaisait bien là-dedans. Puis, tu sais, je fais du polar, mais pour moi, la procédure, c'est « Ah, boy, j'ai bien la difficulté avec ça. Ça me tentait pas du tout d'aller là. J'en lis, puis j'admire les gens qui en font. Mais je voulais pas aller là. Donc, le détective privé me permettait ça aussi. C'est des enquêtes qui sont un peu plus simple, tu sais, il va chercher quelque chose. Après ça, évidemment, ça va se compliquer un peu partout autour, mais... Puis effectivement, il n'est pas obligé de respecter aucune règle. Aucune règle, non. C'est ça, il travaille pour lui toujours. C'est sûr que, tu sais, à la base, comme je disais, il y avait tout l'univers de Chandler qui m'avait beaucoup parlé au début parce que c'était ça, c'était ce personnage-là qui est droit, mais à sa façon d'être droit. Tu sais, il va défendre les causes qui lui tiennent à cœur, il va marcher, il y a tout le temps un pied du côté de la loi, puis il y a un pied de l'autre côté. Puis ça me parle beaucoup, c'est quelque chose que j'aime Oui, ces personnages avaient leur propre morale, qui n'a rien à voir avec la loi en tant que telle. Exactement, oui. Puis je trouve que c'est plus difficile, quoi. On peut le faire avec un policier qui peut être un peu véreux ou quoi que ce soit, mais je trouve quand même que c'est plus difficile. J'aime avoir un agent libre, en fait. Un autre personnage important dans tes romans, et dans celui-là en particulier, c'est le bar. Oui. On passe les 3/4 du roman dans un bar. Oui, je disais tout à l'heure que je travaillais dans un bar. J'ai travaillé longtemps dans les bars. J'ai fait beaucoup de cocktails dans ma vie. J'ai pilé bains de l'amande puis pour des mojitos, là. Mais j'ai fait... Pour moi, le bar, je sais pas, j'aime beaucoup cet endroit-là. C'est un endroit où on fait des rencontres. J'aime... mes parents avaient un bar quand j'étais petite, puis je sais pas, je passais plus jeune devant des tavernes, puis l'odeur du bar, ça me ramenait à ça. C'est bizarre de dire que l'odeur du bar me ramène à mon enfance, mais c'est quand même un peu ça. Mais c'est un univers que j'aime beaucoup, je le trouve riche, puis tu sais, j'aime beaucoup parler des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes chances que tout le monde. Puis on en trouve beaucoup dans les bars. Il y a beaucoup de confidences qui se font dans les bars. Donc, oui, j'allais dire, en plus, pas n'importe quel bar. C'est pas les bars classe. Non. C'est les bars cradingues, Oui. les bars de danseuses. Oui, ici particulièrement. Mais quelque chose que j'aimais, tu sais, je me rappelle quand je lisais Tremblay plus jeune, quand j'étudiais en théâtre, j'aimais cet univers-là dans les bars. Puis c'était quelque chose que j'avais envie de revivre un peu en écrivant Tout est quartier. Tu sais, j'avais envie d'écrire un roman qui sent le fond de tonne, la vieille bière, puis le cendrier. Ça marche. C'est un bon mélange pour une chandelle là, aromatique. Ça marche très, très bien. On l'a dit, tu as aussi écrit du polar pour les jeunes. C'est la série Parasite à la bagnole. Ça te permet quoi? C'est quoi les avantages de changer de public? Qu'est-ce que tu aimes dans les deux? Tu sais, écrire pour adultes, mais écrire pour les jeunes aussi? Bien, ce qui est vraiment fascinant avec Parasite, c'est qu'on est venu me demander si ça me tentait. Puis j'ai dit, ben oui, parce que ça faisait des années que j'avais envie d'écrire pour les ados. Et j'ai retrouvé, en écrivant Parasite, j'ai retrouvé l'espèce de plaisir naïf d'écrire que j'avais quand j'avais écrit mon premier roman, avant d'être édité, avant de connaître toute la machine autour. Puis j'ai l'impression qu'il y a une certaine naïveté qui se perd à force d'éditer. On se corrige à mesure, on pense beaucoup plus, ça devient plus... En tout cas, pour moi, ça devient
plus difficile de livre en livre. Puis avec Parasite, ben ça a comme tout foutu le camp. Puis j'ai juste retrouvé ce plaisir un peu naïf. Là, je me disais, bah, tu sais, c'est la première fois que j'écrivais pour les ados, je savais pas. Fait que j'allais où je voulais en me disant, ben, au pire, l'éditeur va me dire, non, non, tu peux pas aller là. Finalement, ben, je me suis pas trop fait redresser, puis ça fonctionne. Mais j'ai vraiment retrouvé ça. Puis, tu sais, j'ai un peu l'impression encore, parce que je pense que j'ai gardé mon cœur d'ado. C'est une époque que je ne sens pas de si loin, quoique. Tu sais, je veux dire, maintenant, c'est moi qui ai un ado à la maison. C'est plus moi l'ado, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à revisiter ça, vraiment. Donc, on risque de te revoir des deux côtés, du côté ado aussi, par la suite, dans tes projets. Bien, probablement, je termine la trilogie. Ceci dit, je n'ai pas d'autres plans. Va falloir que j'ai une bonne idée, vraiment quelque chose qui m'accroche, mais... oui, on va voir. Et justement, les projets à venir, c'est quoi? En ce moment, je travaille beaucoup en scénarisation. Donc, c'est le 3e tome de Parasite. C'est vraiment sur c'est là-dessus que je travaille. Après, pour l'adulte, je ne sais pas encore. J'ai plein de projets. Il va falloir que je choisisse ce que j'ai envie de faire. Mais il va y en avoir un autre, c'est sûr. On va surveiller ça attentivement. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Je reviens à Maureen. Alors, on lit quoi, Maureen? Après, on va lire Criminel. Je vais les redonner. Donc, Criminel de Maureen Martineau et Ariane Gélina, publié chez À lire, un recueil de nouvelles. Les Gouffres du Karst de André Jacques, publié chez Druide. Et Tout écartillé de Marie-Ève Bourassa, publié chez VLB Éditeur. Donc, on lit ces trois-là déjà. Vous les cherchez dans le salon. Et après, on lit quoi? Mais c'est ça, il suffit qu'on me demande une proposition, il m'en vient deux. Bon, mais alors, deux. non, mais écoutez, fait que depuis tantôt, je me demande laquelle. Mais moi, pendant la pandémie, il y a un polar qui m'a vraiment sauvé la vie. C'était La mariée de corail de Roxane Bouchard. On était confinés, tout ça, on ne pouvait pas sortir. Et quand on peut voyager dans un polar comme ça nous permet de voyager dans ce polar-là, je la bénis. Et je veux aussi que vous lisiez d'Ariane Gélina, ma complice. Elle a écrit aussi un polar qui s'appelle Quelques battements d'ailes, qui se passe à Fermont. Là aussi, on voyage et c'est extraordinaire comment elle réussit à tricoter l'intrigue avec le lieu. Ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup les polars qui se passent dans des régions éloignées. Alors, Effectivement, la Gaspésie et Fermont, alors à bas prix. Il suffit d'un livre et vous y êtes. Et pour les chercher, j'espère ne pas me tromper, La mariée de corail chez Librex, il me semble, et Quelques battements d'ailes chez À lire. André, voilà. Ton conseil de lecture? Il y avait Seul le silence de Hergé et Laurie, qui est un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années, je crois, qui est en livre de poche. Mais pour moi, ça a été une grande, grande, grande leçon d'écriture et je le conseille à toute personne qui veut lire un roman où il y a une intensité émotive d'une force écrasante. Alors, c'est ça, j'ai aussi des dizaines d'autres titres qui gambadent. Là. Oui, parce que toi, tu as chroniqué la beaucoup de trilogie Red Light de Madame ici, elle est très, très, très haut placée dans mes palmarès. Merci beaucoup. Et Marie-Ève? Mais c'est drôle, je vais parler d'un livre que je n'ai pas encore terminé, mais j'ai beaucoup de plaisir à le lire en ce moment. Je suis en train de lire de André Marois, Je ne suis pas fou, qui est un tout petit livre. Puis on est dans la tête d'un petit garçon qui est convaincu que ses parents l'ont adopté pour faire de l'argent, puis qui essaie de le rendre fou pour le mettre en maison et garder l'argent. Mais c'est fascinant, ça se lit super bien, puis j'ai hâte de savoir la fin. Mais je l'ai lu, je te dis pas la fin, puis c'est super bon. Chez Héliotrope aussi, je pense, hein, André. Oui. C'est ça. Donc, Je ne suis pas fou. Ces romans noirs, d'ailleurs, en passant, de André, sont, chez Héliotrope aussi, sont excellents. Oui. Je dis ça comme ça. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes vos réponses et votre générosité. Puis, on vous retrouve dans vos lectures dans l'année 2022 et dans les salons, j'espère. Oui. C'est un plaisir. Merci, lecteur et lectrice. Merci, Morgane.